Aujourd'hui, mardi 10 mai, la troupe folklorique Les Sortilèges a invité Madame Lynne Desjardins. Madame Desjardins va nous présenter, sous forme de diaporama, le spécimen le plus important de sa collection de poupées, dont certaines ont été commandées par le ministère des Affaires étrangères pour représenter dans nos ambassades les deux grandes nations du Canada, ainsi que les peuples amérindiens. À la caméra, Carole Nadon. Au micro, Isabelle Robida. Voici donc Madame Desjardins. Alors, vous avez le pêcheur de la côte Est avec son ciré jaune, le filet qui est un véritable filet de pêche en coton et la cage à homard miniature qui m'avait été fournie par le ministère des Affaires extérieures. La pipe aussi a été faite mais en bois. Parce que modeler en pâte, ça ne tenait pas très bien, c'était assez compliqué, alors je l'ai faite en bois. Et puis, d'ailleurs, tous les accessoires ont été faits pratiquement en bois. Vous voyez ici de plus près. Bon, la figure est modelée dans une pâte. Les cheveux sont faits de laine naturelle qui est cardée puis mise en ruban. C'est pourquoi vous voyez des filets noirs parmi la laine grise. Et ces mains sont faites en feutre. C'est du feutre couleur chair et qui est broché à l'intérieur. Il y a une broche et c'est bourré, cousu à la main évidemment. Alors ça me permet de bouger chaque doigt pour lui donner la pose. Vous le voyez ici de dos. Il y a même son mouchoir à carreaux dans sa poche. Ici, on le voit d'un peu plus loin. Mais il y a la pose d'un type qui est habitué à aller sur un bateau pour avoir le roulis, là. Bon, celle-là fait partie de la liste suggérée. C'est Anne of Green Gables, qui est un personnage de comédie musicale qui se joue à l'île du Prince-Édouard tous les étés au centre de la Confédération. C'est un livre qui a été écrit par une personne de l'endroit et le livre a été traduit dans plusieurs langues et il est extrêmement populaire au Japon, paraît-il. C'est l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui a les cheveux couleur carotte et qui a beaucoup de taches de rousseur. Et elle déteste, elle déteste se faire dire qu'elle a les cheveux couleur. Mais c'est pour ça que ses cheveux sont vraiment, oui, pas aussi Sylvie, mais elle, c'est vraiment carotte. Ils sont pas beaux comme les tiens, tu sais. Vous remarquerez qu'elle a ses bottines boutonnées. Parce qu'à l'époque, c'est à l'époque de 1880 environ. Bon, ici, le photographe a été un petit peu vicieux. Il l'a pris d'en dessous. Comme c'était une pièce en anglais, j'ai pensé qu'il était de mise qu'on ait aussi un personnage de pièce en français. Alors, c'est la Sagouine, qui a fait une tournée à travers tout le Canada, puis qu'à l'automne est allée en Europe, dans les pays francophones, et elle a donné 46 représentations qui ont été extrêmement populaires là-bas. Alors, c'est pourquoi je l'ai faite. Avec sa chaudière. Oui, c'est tricoté. Son gilet, c'est tricoté. Ses bas aussi. Ses sabots sont en bois et en cuir. Puis elle a, comme elle disait dans la pièce, son carton sous le bras, son ciot et sa moppe. Quand je l'ai fait, quand ça a été photographié, c'est-à-dire l'accessoire de la chaudière n'était pas complètement fini. Il manquait le morceau de bois pour tenir bien dans sa main, tu sais, comme une vraie chaudière. Mais ça a été fait après. Ici, c'est le trappeur de 1750, tel qu'il était dans un livre de documents avec
C'était comme, comment je dirais, des aquarelles où il y avait vraiment là, tous les détails. Hein. Et puis, comme ils étaient beaucoup avec les Indiens à l'époque, ben, ils prenaient leurs coutumes. C'est pourquoi on voit sur les épaules et le long du bras, c'est un perlage hein, avec des motifs géométriques. Hein. Puis, sur le sac qu'il porte sur la hanche droite, il y a de la frange rouge. Hein. Il y avait beaucoup de franges et de perles. Hein. Alors, la hache et sa corne à poudre ont été faites en bois, comme le mousquet. Son mousquet, je l'ai fait d'après un vieux mousquet. J'ai pris les mesures pour que ce soit à l'échelle de celui que je voyais. Et puis, ça a été bien amusant. Parce que ce vêtement est tout en cuir, puis il n'y a absolument aucune couture à la machine. Tout est fait à la main. D'ailleurs, c'était comme à l'époque, c'était des mitasses, mais des longues mitasses. Hein. Il y avait une paire de manches, comme on voit dans le livre de Robert Lionel Séguin. Alors, il expliquait très bien que c'était une paire de manches, et puis comme la petite veste, la demi-veste, là, c'était par-dessus, puis les manches étaient retenues dans le dos par des cordons. Il y avait même des trous dans la peau, puis je l'ai laissé pour que ce soit plus authentique. Hein? Il y avait des mitaines, mais avec un cordon, parce que quand il faisait froid, qui était dans le bois, puis qui avait à tirer, il se dépêchait d'enlever ses mitaines, de tirer, puis comme le cordon faisait 2 tours autour du cou, ça lui permettait de conserver ses mitaines, mais de ne pas les perdre. Hein? C'est pourquoi il y a un cordon, comme les enfants actuellement, quand on veut leur mettre des mitaines l'hiver. Hein. Ici, c'est le raquetteur. Hein. Puis les raquettes, merci. Les raquettes ont été faites par Mme Abel Pelletier de Saint-Aubert-de-Lillet, en babiche, comme les vraies grosses raquettes. Hein. Puis, je lui ai même fait faire avec le bourre troussé, comme les authentiques, là. La ceinture a été faite par une amie, Suzanne Gallès, qui est vraiment experte, bien meilleure que moi. Puis en plus, c'est que j'avais peu de temps. Alors, elle les a faites pour plusieurs qui en font, là, de la ceinture fléchée. Ça peut vous intéresser qu'il y a 70 brins de laine fine hein, dans la ceinture. Elle mesure environ 2 pouces et quart. Hein, puis elle a fait flèche nette et l'Assomption. Il y a 4 ceintures qui ont été faites pour la collection. Puis 2 flèches nettes, puis 2 motifs l'Assomption. La longueur, oh, bien, environ 36 pouces. Hein. Les poupées, 24 pouces. Hein. Ouais. Les mitaines, les bas, la tuque ont été tricotés à la main. Les bottes sont en cuir, mais du côté Suède, hein, pour que ça donne l'impression d'un cuir qui est mal tanné, tu sais. Bon, la boulangère, ici, c'est d'après des dessins de Massicotte. Hein. On voit dans les dessins de Massicotte la boulangère à l'extérieur qui est en train de faire cuire son pain au four. Hein. Et puis, avec son chapeau de paille. Hein. Toutefois, son chapeau, j'aurais aimé qu'il soit le bord un petit peu plus large. Hein. Mais c'est une amie qui travaille à Radio-Canada qui me les a faites, puis elle n'a pas compris exactement ce que je voulais. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus large, mais enfin. L'écolière, hein, c'est qu'on avait demandé sur la liste un enfant en snowsuit. Hein. Puis moi, j'ai trouvé qu'un enfant en snowsuit, ça donnait absolument rien. Alors, je leur ai suggéré l'écolière de 1905, telle que photographiée par William Notman au couvent de Roberval. Hein. Alors, c'est le costume que portaient les écolières à l'époque et même que ça a duré pendant plus de 30 ans, ce costume de robe noire avec le tablier blanc, les ailerons brodés, puis le tout bien empesé. Puis, elle était élève des dames de la congrégation parce que celle-là avait un tout petit liséré blanc au cou et au bord des manches. Puis, elle a les jambes légèrement croches, elle a ses bottines, ses bas noirs, hein. Et puis, elle a même un peu les yeux croches. Avec ses grands cheveux. Puis, à ce moment-là, les petites filles portaient les boucles noires dans les cheveux.
C'est peut-être parce qu'elle était tannée de tenir la laine, c'est pour ça. Pour faire le lien, pour faire le lien avec l'écolière, j'ai pensé de faire l'institutrice des années 20. Elle porte sa robe bleu marine avec le collet et les poignets en fil écru crochetés à la main. Puis elle était vraiment trop chic pour l'école les jours ordinaires. Elle devait attendre la visite du curé ou de l'inspecteur. Hein. Elle a la taille carrée à part de ça. Oui, mais il faut dire qu'elle avait peut-être 6 divisions dans sa classe, puis elle gagnait peut-être 200 $ par année. Ça pouvait pas être bien chic, hein? Ça ici, c'est le conducteur de carriole, tel que photographié par William Nutman à Montréal en 1860. Alors, il a le paletot de chat sauvage, la crémone au cou, le chapeau en mouton noir avec la visière de cuir, puis les oreilles, les cache-oreilles. Hein? Puis il avait son fouet, puis du pouce gauche, il invitait les gens à monter dans sa carriole. Hein? Il y a ses bottines de feutre, comme c'était à l'époque, d'un feutre très épais pour garder la chaleur. Hein? La fourrure employée est de la simili-fourrure, mais qui est vraiment, c'est à s'y méprendre tellement elle est vraie, elle a l'air très, très vraie. Mais c'est parce que j'ai pensé que, comme ces poupées vont aller à l'extérieur et dans n'importe quel climat, j'ai pensé que c'était préférable d'avoir de la fourrure comme ça plutôt que de la vraie, au risque qu'elle soit mitée ou endommagée. On avait demandé un joueur de hockey. Alors, évidemment, comme je suis de Montréal, j'étais pas pour faire les Toronto. Puis, j'ai tricoté le chandail pour que ça donne un effet qui était bourré dessous. Parce qu'actuellement, ce qu'ils portent, c'est très, très mince, mais ils ont beaucoup de pads en dessous. Alors, je l'ai fait en tricot assez gros, ce qui donne l'impression qu'il est bourré. Ce qui amène à penser que la tête peut être plus petite pour le restant du corps. Hein. J'ai fait le costume, oui, numéro 4. 4. J'ai même dû faire les patins parce qu'il n'y en avait pas. Hein? On peut les voir, là. Ça ici, c'est Joe Monferrand parce que c'est un personnage légendaire de la région de Hall, Ottawa. C'était un type qui mesurait 6 pieds, 3 pouces et 3 quarts. Puis il était très grand, mais très souple quand même. Puis à cause de sa grande force physique, ben, il était respecté par les autres. Puis il aidait beaucoup les gens, les hommes qui étaient plus faibles que lui. Puis à cause de sa grande honnêteté aussi, c'était lui qui était chargé par ses employeurs de transporter la paye des hommes. Hein. Alors, sa chemise a été tissée au métier par un jeune tisserand que je connais pour que ce soit à l'échelle du personnage parce que du lainage comme ça à carreaux rouge et noir, on ne le trouve pas dans le très petit. C'est seulement dans le gros carreau d'environ 2,5 pouces. Alors, c'est pourquoi je l'ai fait tisser. Ici, c'est l'Esquimaude ou l'Inuit, comme ils disent maintenant, avec son bébé qui est couché dans son capuchon, qui est plutôt debout, mais à d'autres moments, ils sont couchés. C'est pourquoi le capuchon est très, très grand en arrière. Puis elle porte son espèce de manteau, là, qui n'est pas ouvert du tout en avant, c'est seulement sur les côtés. Puis de dos, vous allez voir qu'il y a un panneau qui est plus long en arrière. C'est parce qu'elle glissait le panneau sous elle pour s'asseoir sur la glace. Hein. Non, c'est d'après des photos. J'ai eu beaucoup de photos qui m'ont été envoyées par le ministère, mais c'était des photos qui venaient de l'Office national du film. Hein. Puis ce sont des photos authentiques, très, très bien. Ça aidait beaucoup. Oui, bien, dans ce temps-là, il faut téléphoner, comme j'ai été obligée de faire pour d'autres personnages que
Je vous en parlerai plus tard. Hein. Ça, on voit que son panneau est plus long en arrière. J'ai pris de la simili-fourrure parce que sur la photo, c'était un tissu qui semblait être dans le même genre, tu sais, comme un genre mohair fourrure un peu. Puis c'est assez drôle parce qu'il porte une jupe comme ça, là, imprimée, puis une autre en dessous d'un autre imprimé. Puis ça semblait être comme capitonné la jupe, mais un capitonné amolli par l'usage à s'asseoir sur de la glace mouillée, bon, tout ça. Alors, je l'ai doublé avec un sous-vêtement qui était juste un petit peu assez épais pour que ça fasse, puis j'ai piqué. Alors, une fois que c'était fini, ça donnait la même consistance que sur la photo. Ici, l'Esquimau avec son costume en duffel. Puis j'ai acheté une imitation de loup marin pour les bottes et les mitaines. Puis une imitation de renard pour le tour du capuchon. J'ai fait son harpon. Les couleurs sont très belles, ça. C'est foncé, mais ça ressort beaucoup. Bon. Ça ici, on le voit avec ces goujons en arrière. C'est parce que c'est pour la solidité, vu que c'est pour être transporté assez loin, puis manipulé peut-être assez durement. En plus d'être collé sur la base qui mesure 8 par 8, j'ai mis des goujons qui sont entrés dans la base, collés, puis attachés au corps par du fil de canne à pêche qu'on ne voit pas du tout, mais qui est très solide. Alors celui-là, ça représente le prospecteur de la fin du siècle dernier. Et puis, il a ses grosses bretelles de police avec son pantalon attaché par une ceinture en arrière pour resserrer parce qu'il n'y avait pas de pince pour l'ajustage. Hein. Puis ses bottes, vous remarquerez qu'il y a une bordure qui revient à l'extérieur. C'est parce que quand ils allaient dans les ruisseaux pour aller chercher pour essayer de trouver des pépites, au moins l'eau n'entrait pas dans les bottes. L'eau était arrêtée par le rebord, là. Vous allez voir de face. Bon, pour le moment, il a les mains dans les poches, mais c'est tout simplement parce que le pic n'était pas terminé quand la photo a été prise. Mais vous remarquerez que dans sa poche qu'il a à droite, là, sur sa chemise, il y a une petite corde qui est attachée après la boutonnière. Ça, c'est parce qu'il y avait déjà une pochette avec des pépites dedans, attachée avec une corde, puis attachée après sa boutonnière pour ne pas se la faire voler. Puis c'était comme ça sur la photo que j'ai eue de l'Office national du film. Puis un autre détail, c'est que à cette époque-là, les boutons pour les bretelles étaient posés à l'extérieur des pantalons. Un peu plus tard, ça a été à l'intérieur. Et puis, c'est que dans le catalogue Eaton de 1898, ils annoncent des bottes de prospecteurs pour 2 $. Mais on peut s'ils attendent au Klondike, ils vont en payer 4 $. Hein? Bon, et ça ici, c'est l'officier de la gendarmerie royale. Hein? Bon. C'est qu'il est photographié là avec tous ses accessoires. Puis c'est justement pour celui-là, là, j'avais seulement une photo de face. Hein? Puis j'ai téléphoné à 2 ou 3 reprises à un officier des relations extérieures qui m'a expliqué ce qui était le dos et tous les détails. Hein. C'est qu'il aurait pu m'en envoyer un pour que je vois tous les détails. Hein. Mais on voit que le cordon blanc, là, c'est dans le cou comme ça parce que c'est attaché après la gâchette du revolver, son étui à droite. Puis, à sa gauche, c'est un étui pour les menottes et les balles de rechange. Ça, c'est ce qu'ils appellent le costume de parade numéro 1. Les bottines, je peux vous dire qu'elles ont été extrêmement difficiles à faire. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de morceaux, beaucoup de piqûres très fines. D'ailleurs, le costume au complet a été très, très difficile à faire. Hein. On voit quelques détails des bottines, là. Tout ce cuir-là, ça a été difficile. Hein?
Bon, vous savez que maintenant, il y a des femmes officiers depuis 1974. Hein? Alors ça, c'est la femme officier que j'ai pas aimé faire, pas du tout. Ben, c'est qu'il fallait que je prenne un bas, mais que je le recouse au complet parce que c'était pas possible. Hein? Alors, ça a été cousu à la main sur la jambe. Hein? Celle-là, je l'aime beaucoup. On m'avait demandé un couple d'Indiens de l'Ouest. Hein? Et puis, après avoir rencontré Michel Cartier, qui m'a fourni beaucoup de documentation, j'ai choisi de faire les Kwakult. Hein? Puis, ce costume-là, c'est leur rituel Amasta qui dure 4 jours. Hein. Alors, c'est des Indiens qui n'ont ni plumes ni perles. Alors, pour les gens en Europe qui vont voir ça, c'est complètement différent de ce qu'ils sont habitués à voir. Fait que ça ne sera pas des Indiens genre Hollywood. Hein. Alors, l'Indienne, elle, son totem, c'est le saumon. Comme vous voyez sur son tablier, elle a des mitasses, un tablier et une couverture. Hein. C'est couvert de boutons. Plus il y a de boutons, plus elle a de l'importance, plus elle est riche. Hein. Puis, sur sa couverture, il y a 215 boutons que j'ai posés sur tout son costume. Hein. Et les très petits boutons que vous voyez, les plus petits, là, sont gros comme un soufre d'allumette. Hein. J'ai été obligée de les faire venir de New York parce qu'il n'y en avait pas ici. Son chapeau... Pardon? Ça a des petits boutons de nacre. Des petits boutons de nacre, là. Le dos, c'est que à son chapeau, il pend des peaux d'hermine. Hein. Et l'hiver, l'hermine devient blanche et la queue et le bout des pattes un peu reste noir, très noir. Puis à chaque queue, il y avait une boucle de ruban rouge. Hein. Alors c'est vraiment très beau à voir là, de couleur l'ensemble. Hein. Ça ici, c'est l'Indien, toujours de la même nation. Sa couverture, à lui, est peinte dans les couleurs blanc, jaune, turquoise et noir, puis dans leur dessin en plus de ça. Lui aussi porte le même chapeau. Le masque sur son chapeau a plus d'importance, c'est plus gros. Il y a aussi la barbe de phoque. Ce qu'il a autour du cou, c'est un cercle avec les 4 franges qui représentent les 4 coins cardinaux. Ça a été un travail énorme parce que la frange, en plus, c'est de la pure laine qui n'est pas blanchie. Elle est d'un blanc cassé. Et puis, c'est fait avec un nœud de macramé qui est enfilé sur une corde. Puis après ça, posé à la main sur la couverture. Pardon? Oui. Non, c'est moi. Oui, oui. Ah oui, je l'ai peinte. Oui, on voit de profil son masque. Ah, c'est très différent de chacune. Hein? C'est très, très différent. Parce que, il y a... Tiens, je sais pas si... Ah, ben, ton focus, il ne travaille pas d'ici. Ah, attends un peu. Je voudrais pas déplacer son focus à lui, là. Ah, ben. Bon. Là, on les voit les deux ensemble, hein, avec leur costume. Hein. Lui aussi a des mitasses, mais j'ai été obligée de leur mettre quelque chose dans les pieds parce que, paraît-il que quand ils ont leur rituel, l'homme et la femme dansent nu-pieds. Alors, c'est un personnage qui a vécu et qui passait de maison en maison pour aller voir les gens, puis être reçu par les gens. Et puis, dans son sac qu'il a sur l'épaule gauche et qui pend à droite, il mettait les lettres que les mères de famille écrivaient à leurs fils qui étaient soit comme au séminaire de Rimouski. Et puis, pour 5 sous, il transportait la lettre. Hein. Puis de plus, il leur donnait des nouvelles de la maison, comme ta petite sœur a eu les oreillons, la vache a vélé. Et puis, c'était un illettré, mais quand même, il ne se trompait jamais de destinataire. Hein. Puis comme ses vêtements lui étaient donnés, ben c'est évident qu'il n'y avait rien de neuf. Hein. Puis comme il marchait beaucoup, puis que les jours que c'était froid, il s'enveloppait les pieds dans du papier journal et de la paille. Hein. C'était la coutume des quêteux. Alors moi, je l'ai fait avec un trou dans sa godasse, puis c'est de la paille qui sort, comme vous voyez, sur son pied droit, là.
La tuque, les mitaines sont faites en laine tricotée, mais ils ont été usés sur de la brique pour faire des trous. Bon, ça ici, c'est le violonneux. Puis il me semble que le focus, là, je crois, c'est ça ici. Ça marche pas partout, ça a l'air. Tiens, là, c'est mieux. Ah, là, c'est bien. Bon. Le violon a été fait par un luthier de Longueuil. Hein? Il mesure 10 pouces de long. Oui, tous les petits détails y sont, excepté qu'il n'a pas fait le violon vide hein, à l'intérieur. Hein. C'est une planche pleine et puis les S là, sur le dessus sont seulement peints en noir. Il n'y a pas de vide. Parce qu'en plus de ça, ça aurait probablement été un peu trop fragile pour le transport, malgré qu'il est bien attaché d'abord au cou par toujours le fil de canne à pêche, à son poignet, puis en plus de ça, l'archet aussi est attaché à son poignet droit. Mais tous les autres détails, ils sont les clés... Pardon? Ben oui, c'est parce que c'était la coutume aussi des violonneux de toujours taper du pied. Robert Lionel Séguin est venu chez nous voir la collection, puis il me disait, il dit, votre violonneux, il n'y a pas de bottes sauvages. Ben, il dit, parce que dans les dessins de mascottes, ils ont des bottes sauvages, mais j'ai dit, pas tous. Si vous remarquez, les dessins de mascottes, il y en a quelques-uns qui ont des bottines. Hein? C'est parce que je voulais quand même faire un peu de changement, parce que celui-là, il est quand même mieux habillé. Il a une belle chemise, son pantalon de tweed. Ça devait être vraiment là, une soirée du dimanche. Hein? C'est pour ça qu'il a mis ses bottines. Hein? Alors, pour accompagner le violonneux, ça prenait des danseurs. Puis on m'avait demandé des danseurs de folklore. Alors, j'ai demandé la permission à Jimmy de faire les danseurs de votre troupe. Puis il a été assez gentil de me donner du tissu, des robes des jeunes filles pour que ce soit identique. Hein? Alors, j'ai fait le jupon brodé, le tablier. Les souliers ont même des talons. La ceinture est très belle, hein? Pardon? Oui, oui. C'est une petite boucle dans le cou. Mais quand Monique est venue chez nous, elle m'a dit que la boucle devait être sur la veste. Mais moi, je me suis rendu compte, je l'ai enlevée pour poser sur la veste. Mais je me suis rendu compte que le collet était arrangé pour qu'il y ait la boucle au collet. Ça fait que comme il n'y aura pas de sortilèges qui vont aller se promener en Espagne au mois de septembre, il n'y a personne qui va le savoir. C'est ça. Moi, j'ai fait la manche longue pour la danseuse parce que autrement, il fallait ajouter du feutre pour faire tout le bras couvert. Puis je trouvais que dans le pli du coude, il y a toujours des plis qui sont moins beaux que j'aimais moins. Alors, j'ai préféré lui faire la manche longue. Ça, c'était un détail, mais quand même, c'était pour moi-même, là, c'était préférable comme ça. Bon, c'est tout.